Donc, merci Madame la Présidente, merci à l'assistance. Donc, je tiens tout d'abord à remercier l'association AMEL de m'avoir invité pour participer avec mes collègues ici présents à leur premier congrès qui est une grande réussite d'après tout ce qu'on voit à la réception. Donc, c'est une réussite aussi par la richesse des thèmes qu'ils ont proposés. Donc c'est des thèmes polyvalents qui touchent à toutes les spécialités et surtout, ça touche à l'actualité. Donc lorsqu'on m'a appelé, on m'a dit de l'actualité, des nouveautés. C'est très important. Donc le praticien, il est obligé de faire un perpétuel renouvellement de ses connaissances. Et c'est l'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter la prévention du cancer du col par ses aspects actuels. Alors quand on parle de prévention, de cancer du col, ça veut dire qu'on touche sur deux thèmes principaux qui est la prévention primaire et secondaire. Alors, sachez que le directeur de l'OMS, le docteur Tedros, il a publié en 2018 tout un ouvrage concernant les nouveautés sur la stratégie de prise en charge du cancer du col. Et donc, il a ciblé cette pathologie parce qu'elle est très fréquente encore, partout dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement, où le dépistage manque, où la prévention primaire aussi, elle manque, notamment la vaccination. C'est pour cela qu'il a émis une phrase, c'est l'éradication du cancer du col, c'est son objectif, et l'objectif de l'OMS dans les années à venir. Donc, ça se voit sur les chiffres, hein, regardez. Le cancer du col, d'après les sources de Globocan en 2020, il représente la 7e place des cancers, de tous les cancers confondus. C'est aussi parmi les premières causes de mortalité. Les chiffres nationaux, c'est la même chose, mais on représente à peu près la deuxième place après le cancer du sein. Alors, nous avons essayé de faire une recherche bibliographique pour sortir les nouveautés sur la prise en charge de dépistage. Quand on parle de dépistage, c'est-à-dire une prévention secondaire et qui est essentielle dans notre contexte. Alors, il y a quelques publications. L'OMS a publié, comme je vous ai dit, en 2018, la stratégie. L'Institut national de cancer en France, avec la Haute Autorité de la Santé, il a essayé de faire une méta-analyse, c'est-à-dire étudier toutes les publications concernant le dépistage du cancer du col et ils ont trouvé des changements. Il faut qu'on change aussi, on doit suivre le courant, on doit suivre l'actualité et c'est l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les nouveautés sur le dépistage. Alors, les objectifs de l'OMS concernant le cancer du col, regardez, en 2030, c'est ce qu'on appelle la triade 90, 70, 90, c'est-à-dire que 90% des filles doivent être vaccinées avant l'âge de 15 ans, d'ici 10 ans. 70% des femmes doivent être dépistées, et quand je parle de l'OMS, c'est-à-dire dans le monde entier, hein, parce qu'on sait que le dépistage dans les pays du Nord, il est à 100%, mais pas dans les pays africains. Donc voilà, l'objectif sur le plan mondial, c'est 70% des femmes doivent être dépistées avant 45 ans, et on doit diagnostiquer la maladie cervicale chez 90% des femmes qui en ont pour éradiquer cette maladie d'ici une dizaine d'années. Alors pourquoi un dépistage? Un petit rappel, tout en sachant que le cancer du col, il se prête très bien à un dépistage. Comme vous savez, c'est un organe d'examen facile, hein. Vous mettez un spéculum et vous avez l'organe en face sur lequel vous allez faire des analyses, des prélèvements. C'est aussi une pathologie fréquente, comme vous voyez chez nous, c'est le deuxième cancer gynécologique après le sein. Quand il est dépistable à un stade précoce, on va guérir la femme à 100%, surtout dans les cancers in situ, et puis les cancers également des stades 1A. Le test de dépistage est très, très, très facile, hein. Il y a même des pays qui ont proposé ce qu'on appelle les autoprélèvements, surtout dans les pays où le dépistage de masse est obligatoire. On envoie des flacons de dépistage chez la femme, sous forme d'un courrier à l'adresse de la femme avec la brosse. Elle va faire son autoprélèvement elle-même au niveau vaginal et puis elle renvoie plutôt le prélèvement dans le flacon et le renvoie au laboratoire pour faire l'étude.
Bon, là, c'est lorsque le dépistage est proposé de manière générale et nationale. Alors, le test de dépistage, comme je vous ai dit, il est efficace, il est facile et il est acceptable par les femmes. Le traitement des lésions précancéreuses est très facile aussi, hein, et ça guérit à 100%. Et puis, l'histoire naturelle est connue. Alors, l'histoire naturelle, vous devez la connaître. Hein. C'est très important pour vous proposer les nouveautés du dépistage. Alors, c'est connu depuis une longue date. L'histoire naturelle est très connue. Regardez, lorsqu'on est infecté par le virus sur un col normal, en général, l'infection, elle survient chez une population de femmes jeunes, de 20 à 30 ans, où l'activité sexuelle démarre avec une sexualité active et importante. Alors, sachez qu'il y a certaines études qui ont trouvé que 90% des femmes entre 20 et 30 ans sont touchées par l'HPV. C'est énorme. Alors, vous allez me dire énorme, oui, mais regardez, 80% et plus de 80% des femmes vont guérir spontanément et naturellement du virus. C'est ce qu'on appelle la clearance virale à l'HPV. Heureusement, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que même si on est touché, c'est pas automatiquement on va avoir le cancer. Et 20% uniquement vont garder le virus. Et ces 20% qui vont garder le virus, ils vont développer des lésions virales, des lésions cellulaires virales, notamment des lésions de bas grade. Et regardez, même dans les 20% qui vont garder les lésions virales de bas grade, 70% vont guérir de la maladie. Donc, on va garder une petite proportion de femmes qui vont garder les virus, qui va transformer les cellules en lésions de bas grade, puis ensuite en lésions de haut grade. Et c'est important de connaître cette histoire parce que c'est à partir de là qu'on va vous proposer les changements dans le dépistage. Et on va vous expliquer pourquoi on a fait ce changement et pourquoi les sociétés savantes, ils ont fait ces changements. Alors, quels sont les moyens de dépistage qu'on connaît? Bon, on connaît tous le frottis, c'est le classique. Mais actuellement, il y a le test HPV, c'est très facile aussi à gérer. Alors, le test HPV, pourquoi il a été proposé? Parce que la sensibilité, elle atteint 90%. Par contre, le frottis, la sensibilité n'est que de 50%. C'est quoi la sensibilité? Ça veut dire que si la sensibilité est de 50%, on va rater un frottis, ou plutôt une lésion anormale sur 2. Vous voyez? C'est pour ça qu'on recommande de refaire un frottis 1 an après pour rattraper les 50% qu'on a ratés. C'est le faux négatif. Vous voyez? Et c'est pour cela que, actuellement, la plupart des sociétés savantes proposent le test HPV. Alors, quel prélèvement, que ce soit pour la cytologie cervicale que pour le typage viral, le prélèvement est le même. Hein. C'est grâce à la brosse que vous allez faire un petit brossage au niveau de la région cervico-vaginale. Et puis, vous allez casser la tête de la brosse, vous la mettez dans le flacon et vous l'envoyez au laboratoire à Napat. Alors, bien sûr, il faut des conditions que vous connaissez, c'est juste un petit rappel. C'est en dehors des périodes menstruelles, en dehors de toute infection. Il faut reconvoquer la femme si elle a des leucorrhées ou des pertes anormales. Si jamais la femme est ménopausée, proposer d'abord un traitement œstrogénique, c'est important. Éviter un toucher vaginal avant le frottis. Le col correctement exposé et conserve la totalité de l'orifice cervical. C'est important parce que ce n'est pas le technicien qui doit faire le prélèvement, c'est vous qui devez faire le prélèvement. Il faut rechercher le col, faire sortir le col par une sorte de toux ou une expression sur le fond de l'utérus et faire un petit brossage au niveau du col et de l'endocol. Et puis bien sûr, vous cassez la brosse, vous la mettez dans le flacon et vous envoyez tout au laboratoire. Alors, un petit rappel sur l'interprétation rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est, on retient toujours la classification de Bethesda, même si elle est ancienne. Tous les pathologistes travaillent sur cette classification et vous donnent un résultat sur la classification. Je ne vais pas trop vous embrouiller sur ça. C'est l'ANAPAT qui prend ses responsabilités. Sachez que l'ANAPAT, il doit dire que le frottis, est-ce qu'il est satisfaisant ou non? S'il vous dit non satisfait, ça veut dire que vous devrez refaire le frottis. Hein. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à interpréter. Même s'il vous dit, parfois il ne trouve pas des cellules glandulaires, hein, ou parfois les cellules épithéliales sont tachetées par de l'inflammation. Et donc, quand il est non satisfait, il faut refaire le frottis. C'est ça le message. Alors, les réponses, c'est soit des anomalies des cellules malpighiennes, soit des anomalies des cellules glandulaires. Alors, l'autre message à retenir aussi, c'est ça. C'est ce qui n'est pas anormal, parce qu'on voit beaucoup de frottis adressés
à tort, parce que tout simplement, on a vu métaplasie. Quand on vous répond métaplasie, il n'y a pas de cellules anormales. Voilà. Métaplasie, c'est juste un remplacement de cellules qui ont été altérées par d'autres qui est une phase tout à fait normale et physiologique au niveau du col. Quand on vous répond aussi dystrophie réactionnelle, c'est aussi normal. Hein. Quand on vous répond l'inflammation, il faut chercher une infection, mais ça n'a rien à voir avec les lésions précancéreuses qui est le but ou qui sont le but de notre recherche. Vous voyez, l'atrophie, la dystrophie, la même chose. Donc, toutes ces réponses sont considérées comme étant normales. Il n'y a pas de lésions précancéreuses pour lesquelles, bien sûr, on fait le frottis cervico-vaginal. Alors, le col, oui, aussi a un réflexe. Le col doit être macroscopiquement normal. On n'a pas le droit de faire un frottis sur un col tumoral, par exemple. Regardez, vous avez un col parfaitement tumoral, je prends ma pince à biopsie et je fais la biopsie directe. Ici, un col tumoral, je n'ai pas le droit de faire un frottis. Hein. Sinon, je risque de brouiller la piste pour le pathologiste. Hein. La même chose, col tumoral, biopsie. Hein. Biopsie est la même chose, biopsie. Alors, maintenant, quels sont les rythmes et quels tests de dépistage? Bon, classiquement, qu'est-ce qu'on faisait? Depuis des années, on propose un frottis tous les 3 ans, après les 2 premiers frottis normaux, 1 an d'intervalle. Ça, c'est le classique. Et ce, à partir de 25 ans. Bon, il y a des pays qui commencent à 20 ans, 21 ans, ça dépend du début de l'activité sexuelle. Mais actuellement, les choses ont changé. Alors, les choses ont changé dans certains pays. Alors, regardez, l'OMS, par exemple, elle propose le dépistage, parce que quand on parle de l'OMS, c'est à l'échelle internationale. L'OMS ne cible pas que les pays occidentaux ou les pays du Nord. Hein. Les pays du Nord, c'est la richesse, etc. On peut se permettre de proposer directement, par exemple, le test HPV. Mais si on voit l'OMS, regardez, elle propose, ça c'est l'a proposé depuis 2014, le test HPV, la cytologie cervicale classique qu'on utilise au quotidien, et l'IVA, l'inspection visuelle à l'acide acétique. Ça rend énormément de services. Et il y a des pays qui n'utilisent que l'IVA. Ils font, bien sûr, ils peuvent même renvoyer. Regardez, l'OMS recommande un test dépistage tous les 3 à 5 ans chez une femme dont le résultat de l'IVA ou de la cytologie négatif. Vous avez fait l'IVA et le col est strictement normal, vous pouvez la renvoyer après 3 ans, faire un autre test IVA. Alors, chez une femme dont le résultat test HPV négatif, on peut tolérer 5 ans avant de faire un autre test. Alors, qu'en est-il des recommandations internationales? Bon, regardez, ça diffère. Hein. Il n'y a pas une recommandation universelle pour tout le monde. Hein. Là, les pays riches, ils disent non, moi je vais faire un test HPV, j'ai les moyens, je dépiste, je veux éradiquer complètement la maladie. Hein. Bon, je prends par exemple l'Australie, ils démarrent à 24 ans, ils font le test HPV. Ça, c'est le classique. La Corée du Sud, la même chose, mais ils démarrent à 30 ans. Bon, l'âge du début, il est variable en fonction des pays, ce n'est pas important. Alors, la France, le classique qui a été depuis 1991 jusqu'à 2018 ou 2019, c'était le frottis cervico-vaginal tous les 3 ans, après les 2 premiers qui sont normaux, et on ne fait le test HPV qu'après avoir trouvé un ascus ou une lésion de bas grade. Ben, les lésions de haut grade, on fait directement à la colposcopie. Actuellement, ça a changé. Depuis 2019 à 2020, la Haute Autorité de la Santé, comme je vous ai dit, avec le groupe ou le comité responsable du dépistage de l'Institut national de cancer, a essayé de prendre toutes les publications sur le dépistage. Ils ont essayé de mixer ces publications sous forme de recommandations récentes et vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Regardez, alors quel rythme ils ont proposé? D'abord, ils ont proposé les recommandations à partir de, ou plutôt le dépistage à partir de l'âge de 25 ans. Alors, 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle suivi d'un nouveau dépistage 3 ans plus tard, ça c'est le classique. Mais ils ont dit jusqu'à 29 ans ou 30 ans. Après 30 ans, les choses ont changé. Regardez, à partir de 30 ans, c'est le test HPV qui est proposé actuellement. On ne fait plus de frottis cervico-vaginal classique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Vous vous rappelez de l'histoire naturelle du cancer du col? La majorité des femmes sont infectées avant 30 ans. Vous voyez? Et qu'est-ce que je vous ai dit? 80% de femmes vont se débarrasser spontanément et naturellement du virus. Donc,
les 20% qui vont garder le virus, c'est après l'âge, en moyenne, après l'âge de 30 ans. Et c'est cette population chez qui on doit faire attention et faire les choses de manière régulière. Donc, on a dit qu'à partir de 30 ans, si jamais je fais un test de dépistage et je trouve encore l'HPV, ça veut dire que, attention, ce sont des femmes qui vont garder le virus et qui risquent de transformer leurs cellules après. C'est pour cela qu'à partir de 30 ans, il faut faire un test d'HPV et non pas un frottis cervico-vaginal classique. Vous voyez? Donc, je récapitule. Avant 30 ans, frottis cervico-vaginal classique, 2 frottis à 1 an d'intervalle, puis tous les 3 ans. Après 30 ans, c'est le test HPV. S'il est négatif, il faut le refaire 5 ans après. Alors, maintenant, il y a un algorithme de dépistage qui a aussi changé, c'est-à-dire une conduite à tenir en fonction des résultats du dépistage. Alors, si vous faites un dépistage avant 30 ans, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un frottis, un frottis bien sûr, entre 2 frottis qui sont normaux à 1 an d'intervalle. J'attends 3 ans pour faire un 3e. Alors, si jamais j'ai fait le frottis, j'ai trouvé un ascus, alors là, il faut faire un test HPV. Et si le test HPV il est positif, je fais des biopsies sous colposcopie. Si le test HPV est négatif, je vais attendre 3 ans pour refaire un autre. OK? Alors, si jamais je trouve des lésions de bas grade ou des lésions de haut grade, notamment ASCASH, ou les lésions néoplasiques également précancéreuses de haut grade, je fais directement la colposcopie et la biopsie. Donc, un petit changement concernant cette tranche d'âge, c'est que vous faites un frottis, pas d'HPV au début, ascus, test HPV. Si je n'ai pas d'ascus, c'est colposcopie, biopsie directe, bien sûr quand il y a des lésions. S'il n'y a pas de lésions, un 2e frottis un an après, et puis tous les 3 ans. Alors, maintenant, à partir de 30 ans, je vous ai dit, on commence par un test HPV. Test HPV négatif. Alors là, il faut attendre 5 ans pour faire un 2e. Bon, si on connaît l'histoire naturelle de virus, c'est normal qu'on doit attendre 5 ans, parce que même si elle va s'infecter le lendemain de mon test, il va falloir des années pour qu'il y ait des modifications cellulaires. Vous avez compris? Donc, si on connaît l'histoire naturelle de virus, on se permet d'attendre 5 ans pour faire un nouveau test. Si le test HPV est positif, alors est-ce qu'il faut faire une colposcopie directe avec des biopsies? Alors non, il faut faire d'emblée. Alors le laboratoire, normalement, il est habitué à ça. Dès qu'il trouve HPV positif, il doit vous faire un frottis systématique, ce qu'on appelle le frottis réflexe, sur le même flacon que vous avez envoyé. Alors, si jamais le frottis il était normal, regardez, si le frottis normal avec un test HPV positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ils ont proposé de refaire un autre test 12 mois après. Pourquoi? Parce qu'ils disent que voilà, peut-être que la femme va se débarrasser naturellement de son virus, et puis ce n'est pas la peine d'aller faire des biopsies et rajouter des frais pour la malade. Alors, si je refais le test 12 mois après et il a gardé le test positif, à ce moment-là, je vais faire ma colposcopie avec des biopsies. Si le test me revient négatif, alors on va rejoindre la surveillance classique, c'est-à-dire tous les 5 ans. Maintenant, si la cytologie était positive, c'est-à-dire j'ai trouvé une anomalie que j'ai proposée tout à l'heure, à ce moment-là, c'est d'emblée la colposcopie avec des biopsies. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant le dépistage secondaire. Bon, on m'a proposé de rajouter un point sur la vaccination anti-HPV. Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, c'est vrai, il y a du nouveau concernant un nouveau vaccin. C'est le non-valent, c'est-à-dire il contient 9, il est bien sûr dirigé contre 9 virus oncogènes, à part le 6, 11, le 16 et le 18. Alors, c'est le Gardasil 9, on l'appelle aussi le Gardasil 9. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau concernant l'efficacité? Le pays le plus exemplaire concernant l'usage de la vaccination anti-HPV, c'est l'Australie. Quand vous voyez toutes les études qu'ils ont publiées, ils convergent vers la disparition quasi complète de la maladie. Regardez, on est parti des années 2005-2007 à une fréquence 22%, avec une chute jusqu'à 93% de la maladie cervicale. Donc c'est énorme. Donc voilà. Et puis le deuxième modèle aussi, c'est les États-Unis qui sont en train donc
d'imposer la vaccination chez les jeunes filles. Alors, est-ce que c'est efficace? C'est clair, toutes les publications en parlent. C'est efficace. Lorsque vous vaccinez 142 jeunes filles, vous allez éviter quand même un cancer parmi ces 142, 7 lésions précancéreuses et 3 CIN qui risquent bien sûr de se développer par la suite. Alors, est-ce que, là, la grande question qui se pose, c'est sur la tolérance, tout le monde la pose, même les parents, lorsque vous proposez le vaccin, sachez que la tolérance, c'est comme tous les vaccins, donc il y a des adjuvants, mais balance bénéfice-risque, bien sûr, la balance, elle penche toujours vers les bénéfices qui l'emportent largement parce que le cancer du col, à des stades avancés, il tue, hein, c'est clair. Sur le plan maladie loco-régionale, c'est des souffrances pour les femmes. Alors, concernant la tolérance et l'innocuité, de nombreuses études sont rassurantes. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des polémiques. Il y avait des polémiques concernant le risque de cette vaccination sur la maladie inflammatoire immunologique, sur le risque de Guillain-Barré et tout ça. Bon, on n'a pas trouvé de différence significative avec les autres vaccins, bien que, donc voilà, l'efficacité l'emporte largement. À part les effets mineurs qui ont été décrits aussi avec tous les vaccins, notamment les douleurs, rougeurs locales, l'étude qui a été publiée par l'ANSM menée sur à peu près 2 millions de jeunes filles, il n'y a pas de surrisque de maladies auto-immunes et de sclérose en plaques. Et donc, je finis par cette diapositive concernant le dernier schéma vaccinal touchant le Gardasil 9, c'est-à-dire avec les 9 virus. Première injection, en général, on n'utilise que 2 injections lorsque la jeune fille a moins de 15 ans. Première injection, ensuite 6 mois après, la deuxième. S'il est âgé entre 15 et 19 ans, il faut faire 3 injections, la deuxième 2 mois après et la troisième 4 mois après. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur. On laisse la parole à la salle pour des questions. On n'a que 5 minutes. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Merci. Je voulais vous demander pour la vaccination anti-HPV, quand on voit la dégression des cancers du col de l'utérus aujourd'hui, on a parlé aussi de la vaccination chez les jeunes garçons. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Et est-ce que c'est pertinent de continuer à en parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je n'ai pas mis de précision sur le sexe, sur la vaccination. C'est bien sûr les jeunes adolescents, que ce soit garçons et filles. Actuellement, les Australiens, ils vaccinent tout le monde, hein. Les garçons et les filles sont vaccinés de la même manière parce que c'est vrai que pour le garçon, on va éviter le risque de cancer de pénis, les verrues, les condylomes de la région périnéale, mais le garçon va contaminer la fille par la suite. C'est pour ça que la vaccination elle est générale aussi bien pour le garçon que pour la fille. Donc voilà, c'est les recommandations. Dépistage chez l'homme? Non. Le cancer, vous allez dépister l'HPV? Non. Il n'y a pas de dépistage HPV chez l'homme. Pardon, si la femme est vaccinée, on va faire le test HPV oui, par la suite. C'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas abordé parce que là, on m'a dit qu'il faut respecter le temps, les 20 minutes. Alors, si jamais la femme est vaccinée, pour le moment, les recommandations vont vers la surveiller de la même manière jusqu'à nouvel ordre. Parce que on ne connaît pas les conséquences, plutôt l'activité de la vaccination et bien sûr la réponse de la femme au vaccin. C'est-à-dire, est-ce que, en général, ça guérit. Hein. En général, on va lui épargner le cancer. Mais on doit suivre les mêmes procédures de dépistage. D'accord. Concernant le prix de test HPV. Le test HPV, il faut négocier avec le laboratoire. Je ne sais pas s'il y a des biologistes ici. Mais sincèrement, si vous négociez, vous pouvez le chuter à 600 dirhams. 600 dirhams, si jamais le test est positif, il fait en même temps le frottis. Donc là, vous négociez avec la NAPAT et vous avez, c'est je pense, le prix le moins cher qui existe sur le marché. Je ne sais pas mes amis gynécologues qui sont là, est-ce qu'ils ont d'autres prix, mais la plupart l'utilisent à 800, 900.
Mais si vous appelez le laboratoire, vous lui dites, je vous envoie, mais à condition de réduire les prix, là voilà, c'est clair. Alors le prélèvement, j'ai insisté tout à l'heure sur le point, parce qu'il y a des publications qui parlent de prélèvement vaginal, parce que ce n'est pas un prélèvement vaginal, c'est un prélèvement cervical. Il faut faire un examen au spéculum, voir le col, et puis brosser le col pour recueillir les cellules endocervicales et exocervicales. Et d'ailleurs, la fin vous le dit, il y a des gens qui envoient les malades au laboratoire, les patientes au laboratoire. Ou voilà, on m'a juste, même pas de spéculum, juste un prélèvement par voie vaginale, on ne la regarde même pas. Donc, les brosses sont gratuites, les flacons sont gratuits. Vous faites le prélèvement vous-même et vous le donnez à la femme pour qu'elle fasse bien sûr ses analyses. Mais le prélèvement doit être fait par un clinicien et c'est d'ailleurs confirmé par toutes les publications. D'ailleurs, les autoprélèvements faits par les femmes, on voit une sensibilité qui est diminuée par rapport au prélèvement fait par les médecins. Voilà. Je vous remercie, professeur Miko. Je remercie les présents. Pour un simple geste, on vous offre ce petit souvenir de l'association Amen. Je suis encore là. Oui, je sais. Merci.